Toutes ces collectivités, toutes ces entreprises et tous les particuliers peuvent être victimes de cybermalveillance. Alors ça peut être la simple arnaque à la pédopornographie, mais ça peut être aussi, aujourd'hui on voit beaucoup d'arnaques aux faux conseillers bancaires qui, par différents stratagèmes, peuvent vider les comptes d'un particulier complètement, voler toutes les économies d'une vie. On l'a vu sur de nombreuses victimes. Et puis sur les entreprises et les collectivités, l'actualité maintenant, depuis 2-3 ans, ce sont les rançongiciels, où là les montants peuvent être en millions d'euros. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un acteur incontournable du monde de la cyber. Il s'agit de cybermalveillance et c'est son directeur général, Jérôme Notin, qui vient nous en parler. Bonjour Monsieur Notin. Bonjour. Alors avant de nous parler de cybermalveillance, moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous et votre parcours. Comment vous avez atterri dans le monde de la cyber? Est-ce que du coup vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, atterri dans le monde de la cyber, c'était assez naturel pour moi parce que je suis passionné à l'époque, ce qu'on appelait la sécurité informatique, avant même les années 2000, parce que je commence à être très jeune. Je m'intéressais à l'Internet. À l'époque, on parlait d'Internet. Moi, j'ai eu ma première connexion à Internet en 1996. Où on basculait des modems 33.6 au modem 56K. Et pour tout vous dire, je cachais à mon entourage que j'allais sur Internet parce qu'à l'époque, les médias, et on retrouve ça dans les archives des journaux télévisés, les médias considéraient qu'Internet, c'était l'outil des néo-nazis et des pédophiles. Donc, pour quelle raison ? Parce que je pense que ce sont les premiers à avoir investi Internet et qu'on n'avait pas encore compris, on était encore à l'époque du Minitel en France, et qu'on n'avait pas encore compris l'intérêt que pouvait apporter Internet dans les usages personnels et les usages professionnels. D'accord, très bien. Et donc vous vous êtes intéressé au monde d'Internet dès les débuts d'Internet accessible au grand public, on va dire. Je ne sais pas si en 96 tout le monde avait Internet chez soi. Non, vous êtes trop jeune pour savoir, pas mais vraiment je vous garantis que non, justement. Donc, en fait, au départ, c'était l'informatique au sens large. Hein. Même si j'ai fait des études de commerce, j'ai pas du tout de formation technique, on va dire. Mais très très vite, voilà, je me suis intéressé à Internet et j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études, justement, de faire un stage dans la Silicon Valley. C'était le rêve intégral pour moi, un stage de fin d'études de commerce. Et puis très vite, donc, je me suis redirigé vers l'informatique au sens large et Internet était devenu assez incontournable au début des années 2000. Donc voilà, et la sécurité informatique étant ma passion, voilà, j'ai pu tester différents outils de différentes formes. Et donc dès que j'ai eu l'occasion professionnellement de lier ma passion à mon environnement professionnel, justement, je me suis jeté dans cette opportunité. Et vous avez un diplôme en informatique ou en cybersécurité ? Du tout, rien. Du tout, donc vous êtes autodidacte en informatique et en cyber. Oui, alors après, au quotidien, moi, j'ai pas à traiter de sujets techniques. Pardon, j'ai une équipe pour ça, donc, mais je reste passionné par la technique et voilà, j'essaye en autodidacte justement de continuer à suivre un petit peu les évolutions techniques de ce que permet l'informatique au sens large, et en particulier Internet. Et quel a été votre parcours professionnel, du coup, à partir des années 2000 ? Alors moi, je suis tourangeau, donc j'ai décidé, l'année de mes 30 ans, de venir à Paris pour un peu changer de vie, tout simplement, monter à la capitale. Et de là, j'ai rejoint différentes structures, justement liées à la sécurité informatique. Je suis très marqué par le logiciel libre, la sécurité informatique depuis très longtemps. Et puis j'ai eu l'opportunité, alors ensuite à différentes structures, j'avais moi-même mon entreprise et quand on m'a parlé du poste de préfigurateur du dispositif d'assistance aux victimes de cybermalveillance au sein de l'ANSSI. Je connaissais déjà l'ANSSI depuis très longtemps, bien évidemment, qui est une maison assez extraordinaire. Donc rejoindre l'ANSSI quand on est un geek refoulé comme moi, maison extrêmement technique, extrêmement bienveillante. C'était une opportunité professionnelle extraordinaire. Donc j'ai vendu ma boîte pour des questions de conflit d'intérêts potentiels. Et puis donc j'ai rejoint cette agence extraordinaire en 2016 pour créer en fait le dispositif.
Alors l'ANSSI, juste pour préciser, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Tout C'est à bien fait, ça? oui. Qui existe depuis... Alors on a fêté les 10 ans il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans ou 3 ans. Et avant, c'était la DCSSI, Direction Centrale, et avant, c'était les gens qui, après la Seconde Guerre mondiale, traitaient du chiffre, donc du secret. Donc voilà, il y a une vraie évolution en fait de la prise en compte de la cybersécurité au sein de l'État, puisque la mission de l'ANSSI, la mission principale, c'est d'assister les opérateurs d'importance vitale, hein, donc les OIV. Dont la liste est secrète, on m'a dit. La liste est classifiée, tout à fait. Ouais. Après, il y a 12 secteurs. Il y a des gens qui transportent d'autres gens en train, il y a des gens qui transportent de l'électricité, donc on peut assez facilement identifier certains opérateurs. Et puis, depuis la directive Nice, il y a des opérateurs de services essentiels. Donc voilà, l'ANSSI traite le haut du spectre de la menace et justement a décidé, ou en tout cas a expliqué aux politiques qu'il a validé la nécessité d'adresser d'autres publics qui sont nos publics. Donc on a été créé par l'ANSSI, on a coutume de dire incubé par l'ANSSI en lien avec le ministère de l'Intérieur, donc pour traiter tout ce que l'ANSSI ne traite pas, à savoir donc les particuliers, les entreprises classiques, on va dire, et les collectivités classiques. Et ça, c'était en quelle année qu'on a exprimé ce besoin de créer la structure cybermalveillance? Alors, c'est le 16 octobre 2015, dans le cadre de la présentation stratégique, de la stratégie de la cybersécurité en France, largement écrite par l'ANSSI et présentée par le Premier ministre de l'époque à la Maison de la Chimie, qui, entre autres mesures phares, indiquait la nécessité de créer un dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Et quel était l'état de la menace cyber en 2015 pour qu'on ait déjà l'idée de mettre en place de tels dispositifs? La menace cyber, elle augmente depuis l'arrivée d'Internet, même depuis l'informatique. Alors même si à l'époque c'était les disquettes 5 pouces 1 quart, I Love You, un des premiers virus, est très ancien. L'état de la menace, le constat qui était fait en tout cas sur l'état de la menace, c'était que elle augmentait et que ça allait évidemment augmenter avec la multiplication des usages. D'où la nécessité de créer un dispositif, puisqu'il y avait un trou énorme dans la raquette. Une fois de plus, l'ANSSI traitant au lieu du spectre tout un champ du monde économique. La France est faite de PME dans nos territoires, justement, pas qu'en Indre-et-Loire. Donc, toutes ces collectivités, toutes ces entreprises et tous les particuliers peuvent être victimes de cybermalveillance. Alors, ça peut être la simple arnaque à la pédopornographie, mais ça peut être aussi, aujourd'hui, on voit beaucoup d'arnaques aux faux conseillers bancaires qui, par différents stratagèmes, peuvent vider les comptes d'un particulier complètement, voler toutes les économies d'une vie. On l'a vu sur de nombreuses victimes. Et puis sur les entreprises et les collectivités, l'actualité maintenant, depuis 2-3 ans, ce sont les rançongiciels. On s'en occupait très peu il y a encore 5 ans. Les rançongiciels visaient plutôt les particuliers qui allaient payer à la marge 200-300 euros. Voilà, les médias se font écho de beaucoup d'attaques, en particulier du monde hospitalier, mais pas que, où là, les montants peuvent être en millions d'euros. Donc en 2015, on était déjà, enfin, j'ai envie de dire déjà, et d'un autre côté, je trouve que c'est assez tard par rapport à la date de création d'Internet, justement. Mais moi, j'ai l'impression qu'on se préoccupe surtout de la menace cyber depuis 2017, donc l'avènement les premiers rançongiciels qui sont apparus. En 2015, quelles étaient les problématiques à cette époque en termes de cybersécurité ? Alors, il y avait beaucoup de défigurations de sites web, par exemple. Ça, c'est très ancien. Il y avait alors quand même un petit peu déjà de rançongiciel, même si effectivement les médias en parlaient peu, et c'était quand même à la marge, et ça touchait quand même, comme je viens de le dire, plutôt les particuliers. Après, il y a toujours un bruit de fond, on va dire, d'arnaque au sens large, qui font que un particulier va être victime, ou qu'une entreprise, on en parle assez peu dans les médias, mais les IPBX, les serveurs qui opèrent la téléphonie sur IP dans les entreprises, peuvent facilement se faire compromettre. Et là, ça peut être des factures pour une PME qui fait un chiffre d'affaires relativement peu important, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, il y a des vraies conséquences sur la santé financière d'une entreprise. Donc, en fait, tout le monde peut être touché, et ce, depuis plusieurs années. Ça date pas vraiment d'hier, cette menace. C'est clair, tout le monde peut être touché.
Il y a un vieux dicton dans la cybersécurité que l'ancien patron de l'ANSSI, justement, il y a maintenant plus de 8 ans, disait souvent, c'est ne vous demandez pas quand vous allez enfin si vous allez être attaqué, mais demandez-vous quand vous allez être attaqué. Donc après, l'idée, c'est pas de faire peur aux gens, c'est de dire il y a des solutions pour faire qu'on ne soit pas attaqué. Alors attaqué, si on va être attaqué, mais c'est pas très grave. Si justement on a mis en place et les approches techniques et les approches de sensibilisation des collaborateurs pour faire que cette attaque ne passe pas et n'ait pas de conséquences. Et comment est-ce que vous aidez les différents acteurs, donc particuliers, collectivités, entreprises, PME, chez Cybermalveillance, pour qu'elles fassent face justement à des cyberattaques? On les aide de deux manières. On produit beaucoup de contenu de sensibilisation. Justement, tout ça, c'est gratuit. Ça peut être des guides, des fiches pratiques, des fiches réflexes, des vidéos. On a eu l'occasion de produire des vidéos qui, gracieusement, par exemple, ont été diffusées en 2020 pendant le premier confinement par France Télé, Groupe Canal et TF1. Donc, pour expliquer que par des règles simples, la gestion de mots de passe, une bonne gestion des mots de passe, on ne met pas son même mot de passe partout et surtout pas sur sa messagerie qui est son cœur en fait de sa vie numérique. Si on vous compromet votre messagerie, on a accès absolument à tout, vos autres comptes d'achat en ligne et potentiellement donc on peut procéder à des achats frauduleux parce qu'on a régénéré un mot de passe sur des sites e-marchands. Donc beaucoup de contenu, donc les mises à jour par exemple, et puis donc la deuxième, donc ça c'est l'aspect prévention sensibilisation qui est fondamental au sein de cybermalveillance.gouv.fr. Et puis le deuxième point, si malheureusement on est victime, eh bien soit on sait qualifier son incident de cybersécurité, donc on va taper dans un moteur de recherche les mots-clés qui vont bien. Je reprends sur l'arnaque pédoporno, pseudo-pédoporno, Christian Rodriguez, qui est le directeur général de la gendarmerie, mail pédophile. Et là, on va tomber directement sur la page de conseil qu'on a produite au sein de cybermalveillance.gouv.fr, où on ne sait pas qualifier son incident de cybersécurité. Donc là, on va proposer un parcours victime où en quelques questions, quelques clics, 4, 5 en fonction de la cybermalveillance, eh bien, on va poser un diagnostic et là, on va donner les conseils. Et pour certaines cybermalveillances, on va proposer une mise en relation avec des prestataires de proximité. Nos géniteurs, l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur, un élément clé de la création de notre dispositif était cette capacité de proposer une mise en relation avec des prestataires. On a 1200 prestataires sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, ce sont des prestataires qui se sont référencés sur du déclaratif chez nous. Alors on vérifie les dossiers, on accepte à peu près 75% des candidatures, mais on les évalue pas techniquement. Donc ça, c'était pour répondre à l'objectif initial d'être en capacité au lancement du dispositif de proposer sur l'ensemble du territoire national des prestataires qui intervenaient sur l'ensemble de nos publics, sur l'ensemble des cybermalveillances qu'on avait à l'époque. Je crois qu'on en avait une vingtaine. Et puis, très vite, on s'est lancé avec, et je reviendrai sûrement dessus, avec nos membres, en particulier ceux qui représentent les prestataires de proximité, justement ces fédérations, ces syndicats nationaux, qui nous ont aidés à construire un référentiel avec l'AFNOR qui nous permet aujourd'hui, même si on le délègue à l'AFNOR, de labelliser des prestataires. C'est-à-dire qu'on a plus de 200 prestataires aux côtés de ces 1200, donc plus de 200 prestataires labellisés, dont on s'est assuré par une étude documentaire beaucoup plus profonde, par des tests techniques chronométrés. On s'est assuré du niveau d'expertise en disant, voilà, les experts cyber, au regard de nos publics, donc les PME dans les territoires, les collectivités dans les territoires, pour le coup ils ne s'adressent qu'aux professionnels, eh bien sont en capacité de répondre à l'état de l'art quand on est victime. Et juste pour terminer sur le sujet des labellisés, quand on a le premier groupe de travail qu'on a créé avec les membres justement, ils nous ont indiqué, attention, il ne faut pas simplement se limiter à l'aspect remédiation, donc réponse à incident, mais également les évaluer. Prévention. Alors, les évaluer sur leur capacité, là on est sur la jambe technique, sur la capacité à faire qu'ils accompagnent à la sécurisation des professionnels. Là encore, PME, collectivité, donc un expert cyber, on peut faire appel à lui pour deux choses, se protéger, se sécuriser. Alors quand on est une collectivité, dans le cadre du respect des marchés publics, bien évidemment, mais se sécuriser pour installer les infra techniques, les solutions techniques, les outils techniques à l'état de l'art qui correspondent aux besoins de la structure. Et puis malheureusement, si encore une fois on est victime, eh bien on peut faire appel à eux pour la remédiation. Et donc, est-ce que les collectivités, les entreprises font appel à vous déjà
pour se prémunir du risque, ou est-ce qu'en général, si elles font appel à vous, c'est qu'elles se sont déjà fait attaquer ou elles ont une suspicion d'attaque? Alors, la partie labellisation, pardon, la partie sécurisation des systèmes d'information par les labellisés est encore assez jeune, encore relativement connu, mais on a créé par exemple sécurisation.cybermenace.gouv.fr, où là, un peu sur le modèle de la remédiation, le professionnel décrit un peu son projet. Je peux sécuriser mon site web, mon infra, voilà, décrit son projet grosse maille, et donc on va nous notifier, enfin la matrice du site web va notifier les prestataires en disant à tel endroit vous avez un professionnel de tel type qui a tel projet, est-ce que vous êtes intéressé ou pas? Et donc là, il y a une mise en relation, et ensuite ils font la suite de la relation avec devis évidemment et potentiellement prestations derrière. Donc ça répond vraiment aux besoins des collectivités entreprises de pouvoir identifier facilement des acteurs qui vont pouvoir les aider Tout à fait. sur ces sujets. C'est tout l'objectif. Moi, quand on a créé le label, justement, on l'a créé aussi parce que quand on allait voir les fédés, les syndicats, les groupements, dans le monde du channel, il y a beaucoup de groupements, qu'on leur demandait, dites-nous ceux qui sont bons en cybersécurité. Et là, ils nous disaient, on n'en sait rien dans nos adhérents. On ne sait pas identifier. On sait ceux qui, évidemment, ils font de l'informatique, mais est-ce qu'ils font vraiment de la cybersécurité comme ils doivent faire de la cybersécurité? L'idée, c'est pareil, c'est pas un reverse de malware qui sont capables de faire. Alors certains, oui, mais c'est pas l'objectif. Mais voilà, là encore, à l'état de l'art par rapport aux besoins. Donc il y avait là encore un vrai trou dans la raquette, et ça répond à un vrai besoin des professionnels, justement, de pouvoir identifier facilement des prestats qui vont les aider. Oui, parce qu'aujourd'hui, si je monte mon entreprise, c'est pas la première chose à laquelle je vais penser de mettre en place des mesures de cybersécurité. Est-ce que vous êtes identifié aujourd'hui pour faciliter justement ce réflexe auprès des entreprises et des collectivités qui ont un énorme retard à rattraper, j'ai l'impression, sur ce sujet-là? Comment vous avez réussi à être identifié et à ce qu'on fasse appel à vous? Alors, il y a un énorme retard, vous l'avez dit. Maintenant, on n'est pas suffisamment identifié parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens de se faire identifier. On est une toute petite structure et on est une quinzaine de personnes et on a un budget extrêmement limité puisqu'on est aux alentours de, si on intègre les mises à disposition des ministères qui sont membres de notre groupement d'intérêt public, on est aux alentours de 2 millions d'euros de fonctionnement. Donc voilà, il faut payer le loyer, les salaires, et donc ça ne nous permet pas de faire au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, très ponctuellement, donc crise Covid et diffusion des messages de sensibilisation, donc là très orienté grand public, mais ça ne nous permet pas d'adresser, autant qu'on le souhaiterait, ces publics-là. Alors après, dans nos membres, on a le MEDEF, on a la CPME, on a l'UDP, côté public, collectivité, on a l'Association des maires de France, l'APVF, l'Association des petites villes de France, vient de nous rejoindre, parce qu'on a eu une assemblée générale et un conseil d'administration la semaine dernière, donc ils avaient fait acte de candidature qui a été retenue par nos membres. Donc voilà, on avance petit à petit, mais peut-être pour le coup qu'on a un petit peu de retard par rapport à ce que nos cybercriminels en face font, où eux ont énormément de moyens, ils sont extrêmement agiles, extrêmement compétents, il faut le dire, extrêmement imaginatifs, et donc je ne doute pas que, et on a plutôt des signes positifs, qu'en cette année 2023, on puisse passer un cap justement pour faire connaître un peu mieux l'offre de services étatiques ou para-étatiques au sens large. Oui, donc vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de contenu de sensibilisation que vous produisez chez Cybermalveillance. Quand on va sur votre site internet, il y a énormément de contenus qui présentent les différents types de cyberattaques, qui permettent de connaître les bonnes pratiques de cybersécurité à mettre en place facilement pour éviter de se faire attaquer bêtement, on va dire. Comment vous fonctionnez chez Cybermalveillance? Vous êtes combien? Comment ça marche votre Content Factory? Alors, juste, je vais vous répondre, mais sur les contenus, un choix qu'on a fait au départ et qui est un choix fort, c'est que ces contenus, en tout cas pour tout ce qui n'est pas vidéo, là c'est plus compliqué, mais tout ce qui est produit directement par le GIP, donc souvent les contenus, les articles, les fiches réflexes, les fiches pratiques que j'évoquais sont sous la licence ouverte Etalab 2.0. Ça veut dire que soit vous pouvez directement télécharger certaines sources, par exemple vous faites kit sensibilisation dans le moteur de recherche de notre plateforme, et bien vous allez trouver donc le kit en PDF, mais également les sources que vous pouvez adapter, que
vous pouvez par exemple mettre le logo ou mettre, quand on est une plus grosse structure, le contact cyber, SSI, Sécu, DSI, pour justement que le collaborateur, quand il détecte quelque chose, il puisse prendre attache avec la cellule pour voir si c'est normal ou pas. Donc voilà, la licence est à l'âme, donc on invite fortement toute structure que ce soit, public ou privé, donc de récupérer les fiches et ne serait-ce de rajouter le logo quand on est dans un agent d'une collectivité ou un collaborateur d'entreprise et qu'on voit la Marianne avec le logo de sa boîte, on prête beaucoup plus attention. Donc voilà, ça c'est... Donc un collaborateur a plus le réflexe va regarder beaucoup plus que si c'est un document qui lui semble générique. Alors il va rester générique au-delà du fait qu'il peut être personnalisable. Donc voilà. Et après, en termes d'organisation, on essaye, donc on est un groupement d'intérêt public, c'est une forme assez particulière de véhicule qui permet d'avancer quand même assez vite. On a quelques contraintes, mais on a beaucoup d'avantages. Et en particulier, on est capable, je pense, aujourd'hui encore, de prendre le meilleur du public et du privé. On a donc une quinzaine d'agents au sein du GIP, mais la force de notre structure, ce sont nos membres. Maintenant, on a 59 membres depuis la semaine dernière, et donc on est capable de mettre autour de la table France Assureur, que vous connaissez bien, avec la Maïf, mais également avec Storm Shield, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, la Justice, enfin là, tous nos membres étatiques ou privés, les fédés, les syndicats, France Victime, l'UFC Que Choisir, l'Institut National de la Consommation. Donc on se met soit physiquement, soit virtuellement autour de la table et on crée un groupe de travail. On en a 4 ou 5 toujours au sein du GIP qui fonctionne. Un groupe de travail avec un objectif de livrable, un calendrier, et on les fait travailler. On les fait travailler sur la production de contenu. Vous évoquez effectivement, je pense qu'on a beaucoup de contenu, mais on a beaucoup de contenu parce qu'on a l'équipe interne qui en produit, mais aussi on s'appuie beaucoup sur nos membres et l'expertise de nos membres. Donc voilà, sur la production de contenu et la diffusion de contenu. Quand on a créé un dispositif qui s'appelle Alerte Cyber, très rapidement, Alerte Cyber, c'est quoi ? C'est nous, on fait de la veille, l'ANSSI, on fait de la veille. Quand on voit une vulnérabilité qui est éligible à Alerte Cyber, on se coordonne. En 24-48 heures, on rédige selon un gabarit qu'on a déjà défini, donc l'alerte. Là, il faut qu'il y ait 4 critères. Premier, c'est un score de CVSS important, dangerosité important, potentiellement, enfin, qui est, deuxième point, qui est utilisé par les cybercriminels, et l'ANSSI a ces informations. Troisième point, qui touche potentiellement beaucoup de monde. Alors, on va pas faire une alerte cyber sur un micro-logiciel dans un tout truc qui est peu utilisé. Et quatrième et dernier point, c'est qu'il y a une solution. L'idée, c'est pas de dire vous allez tous mourir. Voilà. Donc il y a un problème, les impacts potentiels et la solution. Donc nous, on produit le contenu, ça coûte rien, ça nous coûte un petit peu de temps, quelques heures. Une fois qu'il est produit, on le diffuse donc au MEDEF, à la CPME, à l'U2P. L'U2P, c'est l'Union des artisans. Il y a 2 millions d'adhérents à l'U2P. Donc, ce sont nos bouchers locaux, nos boulangers. On voit qu'on a l'ensemble du monde professionnel, des grosses entreprises à l'activité locale. Et puis, on le diffuse pour le monde public, enfin les collectivités, pardon, à l'Association des maires de France. Et ensuite, chacun rediffuse. Donc ça, ce sont des campagnes qui potentiellement peuvent coûter à chaque fois des millions d'euros, adressées potentiellement toutes les entreprises françaises, potentiellement toutes les collectivités. Et ça ne nous coûte rien, juste un tout petit peu de temps. Et ce n'est possible que parce que ces structures sont membres du groupement d'intérêt public et que, en complément donc de la production de contenu, où là elles n'interviennent pas, elles ont une vraie capacité de diffusion de ce que nous produisons. Et pourquoi c'est si important de diffuser ces contenus et de sensibiliser vos publics ? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore un manque de prise de conscience. Quand on crée une entreprise, dans la très grande majorité des cas, ce que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise va faire, c'est optimiser ses coûts, développer son produit ou son offre de service. Mais le risque cyber, alors même si ça change quand même, mais le risque cyber n'est pas la première des priorités. Ce qui peut se comprendre, la sécurité incendie, il y a plein de contraintes. Un chef d'entreprise, je l'ai été, donc je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un chef d'entreprise ne va pas en faire sa priorité, ce qui peut se comprendre. Par contre, il ne faut pas laisser sur le bord de la route la cybersécurité, puisque vraiment, c'est un investissement. C'est-à-dire que si on est victime, c'est trop tard. Et d'une manière générale, on peut revendiquer le fait d'être égoïste quand on est chef d'entreprise. On va défendre son patrimoine, on va défendre ses collaborateurs, éventuellement ses investisseurs. Et donc,
ce qu'il faut retenir, c'est que si on est juste un tout petit peu meilleur que son voisin, que son concurrent, eh bien, les cybercriminels, c'est des gens qui ont un champ des possibles extraordinaire, qui sont des gens feignants, même s'ils sont très créatifs et agiles, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup de moyens, mais ils vont préférer attaquer celui qui est un petit peu moins protégé que celui qui a mis une barrière supplémentaire pour justement limiter les impacts des attaques. Et comment ça se fait aujourd'hui que les attaquants s'en prennent à des PME, des petites entreprises qui ne sont pas connues ? C'est l'opportunité, ils chassent au gros, c'est assez facile d'envoyer des millions de mails, c'est assez facile de scanner Internet, détecter des vulnérabilités. Un serveur de prise de contrôle à distance qui est soit pas mis à jour, donc avec des vulnérabilités exploitées, ou des mots de passe qui sont très faibles, permet donc une fois qu'on a pris possession du serveur de rentrer dans un système d'information. Ça leur coûte très peu de temps. Si l'infra, c'est une infra petite, en quelques heures, ils sont capables de la cartographier, d'identifier les sauvegardes, de les détruire, de copier avant les données. Maintenant, on sait que pratiquement dans tous les cas, ils copient les données avant de détruire les sauvegardes, et puis de chiffrer soit les serveurs, soit les postes de travail, soit les deux, et de demander la rançon. Et malheureusement, on sait que une part non négligeable, on n'a pas de chiffres, donc moi je n'en donne pas, côté cybermalveillance GoFR, mais on sait qu'une partie, en tout cas de tout ce qui est privé, c'est pas le cas en public, mais tout ce qui est privé paye la rançon, donc c'est un business qui est lucratif pour les cybercriminels. Vous parlez de chiffres, moi j'aimerais bien savoir justement quelle est la typologie d'acteurs qui fait le plus appel à cybermalveillance. Est-ce que vous avez un peu des chiffres sur les attaques qui ont été déclarées chez vous ? Alors, les attaques pour lesquelles on vient chercher de l'assistance. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Je n'en doute pas. Oui, bien sûr, on l'a pour tout ce qui est parcours victime, puisque la première des questions qu'on pose, c'est est-ce que vous êtes un particulier, une entreprise ou une collectivité ? Parce qu'on adapte les questions, évidemment, au profil du public. On ne va pas demander à un particulier si son site web hébergé, je ne sais pas où, a été défiguré. Donc, quand on regarde dans le détail, quand on regarde plutôt l'évolution, en 2020, nous avions traité de cette manière-là 105 000 personnes. En 2021, 173 000 donc, parcours. Et cette année, on est à plus de 250 000. Donc on voit qu'il y a une progression. Après, je parlais de l'autre approche qui est que les victimes sont en capacité d'identifier la cybermalveillance et donc dans un moteur de recherche vont directement tomber sur la plateforme aux côtés de tout ce qui est assistance, en tout cas quand les gens viennent se connecter chez nous pour la prévention. Mais pour revenir donc là, ce sont le nombre de visiteurs sur la plateforme. On avait 1,2 million en 2020, qui était déjà une belle année. Enfin, une belle année. Malheureusement, oui. Oui, tout à fait. 2,4 millions l'année dernière, et là, on est à plus de 3,5 millions. Donc, et par rapport au profil, donc la question que vous posez, on a donc je reviens sur les parcours, on est en capacité de qualifier le profil de la victime. On a à peu près 90%, c'est assez stable, ça baisse un peu pour les entreprises cette année, mais on a à peu près 90% de particuliers, 8% d'entreprises et 2% de collectivités. Après, il ne faut surtout pas se limiter à juste ces chiffres-là. Ce que moi j'aime bien, c'est rapporter à la population éligible. C'est-à-dire qu'on a d'un côté 35 000 collectivités, on a 40-50 millions d'utilisateurs d'outils numériques, smartphones, ordinateurs, tablettes et autres. Donc si on fait le ratio du nombre de parcours à la population éligible, pour un particulier aidé l'année dernière, on a aidé 1,2 entreprises. Proportionnellement, on compte 3 millions d'entreprises, 4 si on compte les assos, et 35 000 collectivités, ça change peu. Et donc pour un particulier aidé, on a aidé 1,2 entreprises, 1,2 entreprises et 35 collectivités. Donc on voit que la collectivité, alors soit parce qu'elle est plus attaquée, soit parce qu'elle nous connaît mieux, donc elle va plus facilement chercher de l'assistance chez nous, mais les collectivités, je pense quand même qu'il y a un peu des deux, et donc en tout cas elles sont moins protégées, donc potentiellement plus moins résistantes, moins résilientes aux tentatives d'attaque. Et est-ce que les collectivités vous connaissent pas plus aussi que les entreprises ? Ouais, il y a peut-être un biais aussi. Mais ça, en fait, le premier groupe de travail qu'on a créé vertical, je vais dire, au sein du GIP, c'est-à-dire avec un axe sur un profil ciblé, c'était maintenant, je pense, il y a 3 ans, parce qu'on avait déjà identifié que les collectivités étaient majoritairement victimes, et donc avec différents représentants, donc on a créé ce groupe de travail pour produire du contenu spécifique pour les collectivités. On a eu le plaisir
par exemple, il y a maintenant 3 semaines, je crois, d'être invité au salon et au congrès des maires par l'AMF, membre du GIP. Et donc là, on a annoncé une méthode clé en main pour les patrons des collectivités, les élus, pour la sensibilisation des agents des collectivités. Alors, c'est ce qu'on fait toujours. On publie un contenu spécialisé et ensuite on va l'adapter pour évidemment les entreprises. Mais là, l'urgence était de produire quelque chose pour les collectivités parce qu'on sait que la sensibilisation dans les collectivités, en complément des outils de protection, c'est pas génial encore. Oui, justement, j'allais vous demander, est-ce que vous constatez une évolution dans les mesures mises en place par les collectivités pour qu'elles soient mieux protégées ? Alors, on a fait une étude en début d'année, fin d'année dernière, qu'on a publié début d'année, justement, qui évaluait le niveau de maturité des collectivités de moins de 3500 habitants, qui représentent plus de 90%, 92% je crois, des collectivités en France. Là encore, c'est absolument pas génial parce que ils se sentent pas concernés, ils considèrent que c'est pas leur priorité, enfin tous les freins. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en complément de l'étude qu'on a publiée, on a créé des petits clips de sensibilisation, on a détourné les fables de La Fontaine. Oui, j'avais vu ça passer, je trouvais ça elles sont très accessibles. Ouais, voilà, elles sont accessibles, elles sont assez marrantes. Donc, pour justement expliquer aux élus, non, c'est un vrai sujet. Ils ont une responsabilité aussi pénale et on a, en complément donc de production de ces contenus de petites vidéos, on a travaillé avec la CNIL, qui est membre du GIP depuis peu de temps, et moi je suis particulièrement fier que la CNIL nous ait rejoint parce que c'est une autorité indépendante qui fait un boulot assez extraordinaire. Et donc on a publié avec la CNIL un guide, justement, un guide juridique pour expliquer aux élus que en plus du risque d'image, et ça un élu il le comprend, surtout en fin de mandat, mais au-delà du risque d'image, il y a un vrai engagement, un vrai risque juridique pour lui et la collectivité s'il ne respecte pas justement les règles et que malheureusement il permet aux cybercriminels de copier les données des administrés. Et on sait que dans les collectivités, ils détiennent des données qui sont assez importantes, quotient familial, voilà, beaucoup de choses sur nous. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conséquences juridiques d'une fuite de données? Est-ce que vous... Alors là, c'est le RGPD. Donc oui. Nous, c'est pas notre domaine d'expertise. C'est pour ça qu'on travaille avec la CNIL. Avant qu'ils soient membres, on les avait sollicités pour qu'ils nous aident justement dans les conseils, soit des articles, soit des sorties de parcours, pour tout ce qui était violation de données. On vient de publier une fiche justement sur la compromission de données, et la CNIL nous a beaucoup aidés. Mais c'est RGPD, c'est l'expertise de la CNIL. Nous, on est plus sur alors pas des actes techniques, mais sur des actes de cybermalveillance qui ne se limitent pas à ces sujets-là. Et il n'y a pas de notion de valeur dans ce que je dis, mais justement RGPD, pour le coup, a été un outil extraordinaire pour la prise de conscience des enjeux dans les entreprises et les collectivités. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'une entreprise ou une collectivité a fait appel à cybermalveillance ? Comment ça se passe ? Alors, ça se passe bien, toujours. Bon, j'espère, pour elle. J'espère aussi. A priori, c'est parce qu'elle a un problème. Donc, à ce moment-là, ça se passe pas très bien. On apporte la solution. Voilà. Donc, elle fait en général un parcours où, une fois de plus, elle va être en capacité de qualifier qu'elle est victime de rançongiciel. Donc là, on lui donne les conseils. En général, c'est des rançongiciels en ce moment. C'est vraiment l'attaque la plus fréquente. En 2020 et 2021, sur le monde professionnel, entreprise ou collectivité, c'était vraiment la menace numéro 1. Là, ça baisse un tout petit peu. Ça va passer en deuxième position, mais à quelques points, 1 ou 2 points. Et par rapport à quelle... Je crois que c'est la violation de données. Mais faudra attendre notre rapport d'activité que nous allons publier en début d'année prochaine. Très bien, on l'attend avec impatience. Où on donne tous nos chiffres. Mais non, un peu plus sérieusement, effectivement, les rançongiciels, ça a un impact important. Et donc, la structure vient chez nous, pose le diagnostic et on lui donne les conseils. Et je peux vous dire que c'est assez surprenant. Au départ, on pensait qu'une grande majorité allait faire appel à des prestataires, enfin, en tout cas, demander la mise en relation avec des prestataires, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait, et on s'est posé la question, on a aujourd'hui la réponse, en fait, ils vont prendre nos conseils et les donner à leurs prestataires actuels, où ils vont pas remettre en cause, et là encore, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais ils vont pas remettre en cause la compétence, donc voilà, c'est très bien, mais ils ont cette possibilité d'être mis en relation soit avec des labellisés, soit avec des prestataires référencés.
Donc, comment ça se passe concrètement? Vous leur donnez des recommandations que eux transmettent à leur prestataire IT ou leur RSSI, s'ils ont quelqu'un en interne, c'est ça? Alors, il y a rarement des RSSI dans les structures qu'on adresse, mais oui, c'est l'idée. Et puis, pour ceux qui souhaitent être mis en relation, en fait, dans la V2 de la plateforme qu'on a sortie en février 2020, on a fait une greffe au-delà des aspects graphiques. Le changement majeur était que on permette, en fait, on modifie le concept de mise en relation. Sur la version 1 lancée en 2017, à l'issue du parcours, on demandait simplement, parce qu'on avait le profil de la victime, et on demandait simplement son code postal, et donc on affichait sur une carte les prestats qui étaient susceptibles de pouvoir l'assister. En 2020, donc la nouvelle plateforme permet une approche plus fine, puisque en fait, lorsqu'on a qualifié l'incident de cybersécurité et que la victime souhaite être mise en relation avec un prestataire, à ce moment-là, c'est la matrice que j'évoquais tout à l'heure qui va contacter les prestataires éligibles. Certains ne travaillent pas sur de l'IPBX ou de la défig de site web avec des collectivités ou à plus de 100 km de chez eux. Donc voilà, on a plein de critères qui sont renseignés à l'inscription du prestataire. Et donc, on va notifier les prestats en disant à tel endroit, tu as une victime, tu as ça. Un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur le label, sur la sécurisation, pardon. Donc, on va notifier en disant, tu as une victime qui a ça à tel endroit, est-ce que tu es dispo, tu n'es pas dispo? Et donc, charge au prestataire de dire, moi, je suis dispo. Et donc, dans l'espace privé qui a été créé pour la victime, elle va voir apparaître les noms des structures, et ensuite c'est la victime qui décide, est-ce que je veux être mise en relation ou est-ce que je veux que la structure me réponde. Mais ça, en termes de ressenti utilisateur, d'expérience utilisateur, comme on dit, c'est assez extraordinaire parce que en moins d'une heure, on a 64% des victimes qui trouvent un prestataire. Et ça en 24/7. C'est-à-dire que même le week-end, même le dimanche à 3h du matin, il va y avoir un prestataire qui va répondre. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et est-ce que vous assurez un suivi après pour savoir comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont réussi à résoudre leurs problèmes facilement? Est-ce que c'était vraiment une cyberattaque avérée? Et parce que ça peut durer des mois au final derrière avant de résoudre ces problèmes-là. Oui, il y a différentes étapes dans l'espace privé et du prestataire et de la victime pour nous tenir informés de l'évolution. Et surtout, ce qu'on demande aux prestataires, c'est le simple, en échange potentiellement leur amener du business, et c'est très simple, il n'y a pas de sujet là-dessus, puisqu'ils vont faire de l'assistance aux victimes qui ont vraiment besoin d'assistance technique, donc derrière il y a de la facturation. Et donc en échange de cette mise en relation, de ce lead, on va leur demander de nous faire un compte-rendu d'intervention, nous confirmer que c'était une rançongiciel, et nous remonter le maximum d'éléments techniques, et ça nous aide d'une richesse extraordinaire justement pour suivre, alors on a d'autres capteurs, mais en quasi temps réel, l'évolution de la menace. Quand on lance le dispositif en 2017, on était sur les vagues, c'était octobre 2017, c'était mai, juin, je crois, WannaCry et NotPetya, et on imaginait qu'on allait avoir plein de victimes, la queue de la comète, de rançongiciel. Et au final, oui, mais on découvre un phénomène chez les particuliers de la fraude à la réparation informatique. Si on navigue sur Internet, on a une pop-up qui s'ouvre, on dit alerte Microsoft, vous avez un virus, il faut contacter le 01 80 machin. Ce sont des centres d'appel qui, en fait, il n'y a pas de virus, ils veulent juste voler 200, 300 euros pour soi-disant nettoyer la machine. Et surtout, aujourd'hui, là aussi, il y a double peine où ils vont demander à la victime l'autorisation de se connecter sur leur propre machine et ils vont récupérer les données. Et souvent, il y a mot de passe.txt, coffre-fort très sécurisé. Très sécurisé avec beaucoup de guillemets, pardon, oui. Et donc de victimes. Et donc ils vont récupérer ça et vont faire un usage où les copies de CNI, de carte d'identité, de justif de domicile, il va y avoir de l'usurpation d'identité. Donc voilà, il y a donc ça, c'est chez les particuliers, justement. J'allais vous demander quel est le type d'attaque le plus courant chez les particuliers. Alors, c'est l'hameçonnage, en tout cas pour lesquels ils viennent chercher l'assistance, mais l'hameçonnage, bon, il peut y avoir des conséquences, mais si on clique pas, oui, le particulier peut signaler les mails de hameçonnage chez vous, de phishing, comme on dit en anglais. Oui, avec notre partenaire Signal Spam, donc on décrit, parce qu'on est le guichet unique, c'est-à-dire qu'on va qualifier la menace et soit c'est pas technique, on va simplement donner les conseils, le pédoporno, Christian Rodriguez, ce que j'expliquais, des millions de Français l'ont reçu, donc
pense que ça parle à nos auditeurs, soit l'État a mis en place un dispositif ou soutient un dispositif, le cyberharcèlement on renvoie sur e-enfance, le spam on renvoie sur Signal Spam, fraude aux moyens de paiement Perceval, aujourd'hui il y a Thésée du ministère de l'Intérieur qui permet le dépôt de plainte, tout ce qui est vrai pédo, hétéro, on renvoie sur Pharos, internet-signalement-gouv.fr, donc voilà, en tant que guichet unique on fait ça, et puis le troisième, c'est quand c'est technique, donc que j'ai longuement évoqué, la TPE ou la collectivité victime de rançon logiciel, on va qualifier l'incident, on va donner les conseils et potentiellement on propose la mise en relation. Donc je reviens juste sur ma fraude à réparation informatique 2017. Et donc là, on voit nos prestataires qui nous disent, moi je suis intervenu chez les particuliers pour ça. Et donc on connaissait très peu le phénomène, on n'avait pas conscience que c'était quelque chose d'important, de sériel, comme on dit. Et donc là, on commence à creuser, à échanger avec eux. Ils nous confirment effectivement qu'il y a beaucoup de victimes. Et donc là, on échange avec les services d'enquête, PN, police et gendarmerie et le parquet. Et au départ, ils nous disent oui, on connaît le phénomène, mais il y a peu de victimes. Sauf que voilà, parfois, le dépôt de plainte est compliqué pour ce genre de choses. Il faut déjà savoir qu'on est victime, comprendre qu'on a été victime. Parce qu'en général, ça se passe bien. L'ordinateur, il redémarre, il n'y a plus d'écran qui bloque. Et on a eu la chance qu'à l'époque, Nicolas Duvinage, le patron du C3N, avait entendu parler d'une affaire du côté de Clermont et a repris le dossier. Et derrière, il y a une vraie prise de conscience et des services d'enquête et du parquet que le phénomène était quelque chose d'important. Et donc, il y a eu encore une interpellation la semaine dernière du côté de Montpellier de 6 personnes, je crois, avec une saisie d'1,2 million d'euros d'une boîte, d'une entreprise qui, alors en utilisant des centres d'appel à l'étranger pour le coup, avait comme activité uniquement ça et qu'elle générait beaucoup d'argent. Elle faisait beaucoup de victimes en France. Je vais juste revenir sur les particuliers, parce que moi, autour de moi, je parle pas mal de cyber, évidemment, puisque j'évolue dans ce milieu. Et on me dit, bah oui, mais nous, on sait jamais quoi faire quand on reçoit un faux mail de phishing. Et puis aujourd'hui, on en reçoit tous les jours. Et tous les jours, on reçoit des appels aussi, des appels d'arnaque. On reçoit des SMS de phishing où on nous dit, voilà, votre carte vitale est bien arrivée ou a été commandée, ou alors votre colis a eu un problème, cliquez sur ce lien pour gérer ce problème. Comment on fait pour lutter contre tout ça ? On a l'impression en ce moment d'être bombardé, d'être un peu submergé par toutes ces arnaques. Ou on est submergé par les arnaques à la vignette critère, hein, c'est le truc en ce moment qui fonctionne bien. Faut signaler. Alors on va pas aller déposer plainte pour ce genre de choses, mais on peut, sur tout ce qui est SMS, signaler au 33 700 qui lui va contacter les opérateurs pour faire que le message ne soit plus envoyé, le SMS. Et puis pour tout ce qui est spam, donc j'évoquais Signal Spam, il y a des projets qui vont être mis en place en 2023 qui vont compléter le dispositif national justement et faire que c'est tout l'objectif que Jean-Noël Barrot, ministre du Numérique, a évoqué, de pouvoir mettre en place un filtre anti-arnaque qui va, alors non pas, parce que ça techniquement c'est beaucoup trop compliqué, non pas faire qu'on ne reçoit plus les SMS ou les spams dans nos boîtes email, mais que si malheureusement on clique sur ces liens, on n'accède pas à la ressource, on n'accède pas au site web qui va nous arnaquer, ou en tout cas, pour la grande majorité des cas, collecter nos infos perso, dont le numéro de carte, et faire que derrière, il y ait une utilisation frauduleuse. Donc ça, c'est une des grandes annonces qui a été faite par le ministre de la Transition numérique. Ce filtre anti-arnaque, il va être mis en place quand ? Est-ce que vous en savez plus ? Aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui est en place, qui a pour objectif de fournir au ministre un dossier de décision en janvier 2023 et d'avoir une preuve de concept, une première solution, donc pas totalement fonctionnelle, hein, sur le modèle de la preuve de concept, pour la Coupe du monde de rugby, donc quelques mois après, et si on peut, fournir une solution pleinement fonctionnelle pour les Jeux Olympiques. Donc il va y avoir une version bêta ? C'est ça. C'est ça. Après, une version pleinement fonctionnelle pour donc, les JO en 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce filtre anti-arnaque ? Il va servir aussi aux entreprises, il va servir aux particuliers donc pour éviter d'accéder à un site frauduleux. Est-ce qu'il y aura d'autres fonctionnalités ? L'objectif, c'est aujourd'hui,
très macro, je vais dire, ce sera au ministre de décider justement des publics et autres, mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on est déjà en capacité, et vous l'avez dit, parce qu'on est submergé au quotidien de ce type de message, on est déjà en capacité d'identifier les sites qui sont clairement malveillants. J'évoquais Critères, aujourd'hui, ce sont tous les jours des nouveaux sites qui émergent, qui sont créés et qui usurpent la marque de l'État, par exemple, et l'ANSSI et l'Agence de protection intellectuelle de l'État, l'APIE, travaillent déjà sur une solution, mais plutôt sur une approche de take-down, c'est-à-dire de faire tomber les sites, et pas sur... Donc, par exemple, quand on achète un nom de domaine avec juste une petite faute d'orthographe, une petite coquille qui ressemble à élysée.fr, mais ce n'est pas le site de l'Élysée, ça, par exemple, on sait le détecter aujourd'hui? Oui. Grâce à un partenariat qu'ils ont avec l'AFNIC et une structure privée. Mais l'accord, je disais, c'est une approche take-down, c'est-à-dire de faire tomber le site. Nous, on aura une approche a priori, là je ne peux pas en dire trop, mais plutôt par rapport à la résolution de nom ou par rapport à un module installé sur les équipements, donc smartphone ou ordinateur, qui va donc là encore va bloquer en amont de la ressource du site web, et donc de renvoyer vers une page qui avertit l'utilisateur en disant attention, ce site est manifestement malveillant, est-ce que vous êtes sûr de vouloir y aller et de vous faire arnaquer? Oui, parce qu'aujourd'hui, si on tombe sur un site frauduleux sur lequel on peut par exemple acheter quelque chose, mais en fait on ne recevra jamais notre commande, même si on le signale, parce qu'il y a des plateformes pour ça, on voit à peu près sur Google ce qu'il faut taper pour aller signaler ces sites-là, ils sont toujours en ligne 2 mois plus tard. Oui. Donc en gros, le grand public aujourd'hui se dit, bon, bah, ça sert à rien de signaler. Alors, il y a la DGCCRF qui fait aussi un gros travail sur le sujet, mais effectivement, aujourd'hui, tout le monde est un peu en note dispersée. L'objectif du ministre est bien de concentrer dans une task force unique où l'ensemble des acteurs, des parties prenantes est impliqué pour que la réponse soit globale et la réponse soit plus efficiente et plus rapide. Du coup, j'avais une dernière question peut-être sur les annonces du ministre. Il parlait d'un dispositif 17 cyber pour signaler en direct une cyberattaque ou une escroquerie en ligne. Est-ce que c'est pas un énième dispositif qui va s'ajouter à tout le panel qui existe déjà et qui est pas très bien identifié par le public? Déjà, de quoi il s'agit? Alors voilà. Et après, c'est le président en janvier qui a parlé du 17 cyber. Non, il y a différents moyens de lutter contre la cyberviolence. J'évoquais celle du ministre de la Transition numérique, donc sur une approche un peu technique, et puis l'approche organisationnelle, où là, le 17 cyber, c'est pareil, c'est le même objectif dans le concept d'assistance, où l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, ministère de l'Intérieur en premier lieu, c'est le ministère de l'Intérieur qui pilote le projet du 17 cyber, mais nous et l'ANSSI, donc cybermalveillance.gouv.fr et l'ANSSI, on a une part importante, et l'objectif, là encore, c'est pas à moi de donner des détails et les annonces politiques viendront, mais c'est de coordonner tout ça pour que justement on revienne un peu à ce concept de guichet unique et que l'ensemble des Français sachent que 17 cyber, c'est un concept, il faudra trouver les bons noms et autres, mais et ça viendra dès 2023, mais sache que quand il a un problème cyber, il a un équivalent numérique du 17 cyber, et que il aura une réponse où l'ensemble des publics va être adressé, donc c'est pour ça que l'ANSSI et nous sommes impliqués, pour que donc ils trouvent de l'assistance. Et là, justement, c'était la première recommandation de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la fameuse LOPMI, avec le fameux article 4 dont on ne va pas débattre aujourd'hui. Mais toutes les recommandations faisaient l'objet d'une évolution législative, sauf ce fameux 17 cyber, puisque les briques existent, ce n'est, entre guillemets, mais c'est très vertueux, qu'un assemblage de dispositifs déjà existants. Et donc là, en termes d'optimisation des coûts, c'est assez extraordinaire, parce que c'est pas des projets qui vont coûter des millions ou des dizaines de millions d'euros, mais je pense que l'efficacité sera démultipliée justement par une meilleure coordination, je n'ai pas peur de le dire, entre les différents dispositifs d'assistance. Merci beaucoup Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Merci à vous d'être venu nous parler de ce dispositif qui aide les entreprises, les collectivités et aussi les particuliers à faire face aux risques cyber. À bientôt. Merci à vous.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.